Londres, 1813, le bruit des sabots des chevaux et des roues des calèches rythme le quotidien des quartiers bourgeois de la capitale. Dans les demeures cossues, c'est l'agitation, tout le monde se prépare à partir pour le premier bal de la saison. Chez les Bridgerton, une seule personne manque à l'appel. Une famille terriblement prolifique, remarquée pour sa kyrielle de fils d'une beauté parfaite et de filles non moins ravissantes. Oh, je crève déjà de chaud. Vas-tu te plaindre toute la journée, Héloïse? Ne me dis pas que je suis censée porter cette tenue jusqu'à ce soir. Je me sens comme une princesse. Ai-je l'air d'une princesse? Tu veux vraiment que je te dise de quoi tu as l'air? Sur votre gauche! Oh, Grégory! Notre chère sœur n'est toujours pas prête? Oh, elle n'y a jamais passé que toute la nuit. Tu veux dire toute sa vie? Je vais monter lui dire de se hâter. Non, Colin, attends, je vais le faire. Elle m'aime bien plus que toi, Bénédicte. Elle a dit ça? Tout le monde le dit. Tu es priée de faire diligence! Elle m'a entendu, vous pensez? Bienvenue dans Série-Land, zoom sur la nouvelle série Netflix, la chronique des Bridgerton, et sur les séries produites par Shonda Rhimes. Série-Land, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité, celles qui sont dans l'actualité, comme 3615 Monique sur OCS et que l'on vous recommande chaudement et sur laquelle nous reviendrons dans la deuxième partie de cet épisode. Et puis, il y a les séries qui racontent notre société, même quand elles se déroulent dans un passé lointain, elles font écho à notre actualité, à l'instar de la chronique de Bridgerton. Je m'appelle Eva et je me souviens à quel point en 2006, j'ai regardé avec méfiance la nouvelle série médicale venue des États-Unis. À l'époque, impossible pour moi de faire des infidélités à urgence. Et puis, j'ai quand même jeté un œil, puis deux, sur Grey's Anatomy. Et j'y ai vu de l'humour, du glamour, du larmoyant aussi, et surtout une autre représentation de la société à travers les héros. Une femme noire chef de service, une interne asiatique, une médecin noire lesbienne, une série créée et produite par une femme noire, une femme incontournable aujourd'hui dans le paysage audiovisuel, Shonda Rhimes. Private Practice, Scandal, Murder et la chronique de Bridgerton sont des productions estampillées Shonda Rhimes. Et ce n'est que le début, 7 autres projets pour Netflix sont attendus. Avec mon équipe de Sérivore, Clémence Olivier, Margot Barallon et Patrick, notre voix, on a choisi de regarder le parcours de la papesse des séries et de se replonger dans les créations de celle qui n'accorde que très rarement des interviews et qui est plutôt avare de détails sur son travail. Pour évoquer les productions de Shonda Rhimes, il nous fallait une journaliste Sérivore et connaissant particulièrement ces séries, Constance Jamet était la personne idéale. Journaliste au Figaro, elle a fait des séries sa spécialité et elle est notre invitée experte de ce nouvel épisode de Série-Land. Série-Land, épisode 34. Bonjour Margot, ravie de vous retrouver pour le premier épisode de cette année 2021. Bonjour. Et bonjour Constance Jamet. Bonjour. Merci infiniment de nous avoir rejoints. J'ai décidé de ne pas vous souhaiter bonne année Constance, parce qu'avec celle qu'on vient de passer, je préfère m'abstenir. C'est peut-être plus prudent. On est d'accord. Je le disais en introduction, nous allons revenir sur les productions signées Shonda Rhimes et notamment sur sa dernière production, la chronique des Bridgerton, qui est à voir sur Netflix. C'est une série adaptée des romans de Julia Keene qui raconte le destin donc de Daphné Bridgerton, fille aînée d'une dynastie et dont la mission est de se trouver un mari. Alors on est dans le Londres du début du 19e et dans cette société bourgeoise, se marier reste quand même l'activité principale des jeunes filles qui courent de balle en balle pour tenter de séduire un prétendant. Mais pour ajouter un peu de sel à cette histoire, il y a une mystérieuse Lady Whistledown, qui dévoile tous les potins de cette société dans un journal. C'est une sorte de voici de l'époque. D'elle, on n'entend que la voix d'ailleurs, incarnée par Julie Andrews dans la version originale. Today is a most important day, and for some, a terrifying one. For today is the day London's marriage-minded misses are presented to Her Majesty, the Queen. Constance, pour commencer, s'il fallait donner un seul argument pour regarder cette nouvelle série, vous diriez quoi ? Je dirais que c'est d'une Jane Austen très pimentée et moi, ça m'a rappelé tout le bonheur... pour faire une comparaison avec les 4 filles du Dr March de Greta Gerwig, c'est-à-dire il y a tous les ingrédients d'une nouvelle classique de Jane Austen, une jeune aristocrate qui cherche à se marier, des soupirants ou des prétendants plus ou moins recommandables ou plus ou moins disposés à se marier, et de ces ingrédients assez familiers, la chronique des Bridgerton fait totalement quelque chose d'inattendu, et peut-être ce qui est le plus symbolique, c'est que là où les nouvelles de Jane Austen se terminaient sur le mariage de l'héroïne, cette série va au-delà pour savoir qu'est-ce qui se passe une fois qu'on se marie. Bon, on ne spoil pas. Hein. On a dit qu'on ne spoilait pas. Vous êtes d'accord ? Tout à fait. Bon.
Margot, un argument pour regarder cette nouvelle série Je pense Netflix. que ça rejoint un petit peu celui de Constance, mais moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il faut se laisser surprendre. En fait, il y a beaucoup plus derrière qu'on pourrait le penser. On parle beaucoup d'un Gossip Girl en costume, et en fait c'est une comparaison que je trouve un petit peu facile. Il y a vraiment un regard notamment féministe dans Bridgerton, on va sûrement y revenir, qui est beaucoup plus intéressant, qui donne de l'épaisseur. Pour moi, c'est une preuve supplémentaire, s'il en fallait, que Shonda Rhimes, c'est un peu la reine du soap, mais du soap intelligent. Quand même. Ah ouais, je suis entièrement d'accord avec vous. Puis, C'est pas du tout fleur bleue comme je l'avais craint. Ouais, moi je suis d'accord avec vous, Constance. C'est pas du tout fleur bleue, même si au premier épisode on peut craindre ce côté-là. Moi, de mon côté, cette série m'a fait un bien fou, en fait, parce que j'aime, en fait, la légèreté qui est mêlée à cette chronique politique sur le rôle de la femme en société. La lumière est extrêmement bien travaillée. C'est un feu d'artifice de robes, de froufrous, de bijoux, mais ça porte un propos, hein. C'est pas simplement de la légèreté pour faire beau. J'ai vécu dans un tourbillon de romantisme absolument délicieux, tout en cogitant une nouvelle fois sur la place de chacun dans la société et dans cet univers, avec des tas d'anachronismes qui sont amusants et totalement assumé. Hein. On est d'accord. Complètement Marie-Antoinette de Coppola par certains endroits. Tout à fait. Je vous propose de retrouver d'ailleurs le frère aîné des Bridgerton. Il est chef de famille. Alors lui, il pense pas au mariage. Il s'oublie dans les bras d'une chanteuse d'opéra. Mais le devoir le rappelle. Restez avec moi aujourd'hui. Impossible, chère Grete. Oh. Je dois accompagner ma sœur au bal de Lady Danbury ce soir. Daphné, c'est ça? À quoi peuvent bien ressembler ces grandes soirées auxquelles votre sœur est tenue d'assister? Vous détesteriez ça. Toutes les jeunes filles bien nées à marier, vêtues de robes absolument somptueuses. Près d'elles, des mères carnassières et des pères prudents prenant des dispositions en vue de l'union la plus avantageuse. Et naturellement, mon père n'étant plus là, cette responsabilité m'incombe. Un devoir essentiel, sans aucun doute. Quelqu'un doit protéger ma sœur des gommeux et des rapaces. Et veiller à ce qu'aucune souillure ne vienne entacher sa vertu. Daphné a bien de la chance. Toutes les femmes ne disposent pas d'une aussi galante protection. Toutes les femmes ne sont pas des ladies? De toute évidence, monsieur. Constance Jamais, est-ce que vous trouvez que l'écriture est moderne de cette nouvelle série Shonda Rhimes? Disons que je trouve que ça vibre, ça pulse beaucoup, et on est quand même on commence, comme vous l'a montré votre premier extrait, dans une famille qui est très nombreuse, et je trouve qu'il y a toujours ce sens du rythme. Le vocabulaire est quand même assez recherché. On pourrait presque se sentir dans une écriture du 19e. Ils ont fait le choix dans cette série, comme dans Grey's Anatomy que vous avez cité, d'avoir une diversité dans la distribution, puisque un des protagonistes, qui est donc Régé Jean Page, je ne sais pas vraiment comment bien prononcer son nom, et qui joue le duc d'Hastings, oui. Et donc d'origine afro-américaine ou d'origine caribéenne. Et en fait, c'est un parti pris de cette série. C'est ça que je trouvais aussi très intelligent dès le départ, c'est que c'est à la fois dans l'ombre de la Régence, mais c'est un peu une réalité alternative, une histoire alternative, puisqu'on explique dans la chronique des Bridgerton que comme la reine était d'origine, était métisse, du coup elle a pu élever beaucoup de gens comme elle d'origine des Caraïbes, et que donc cette société de la Régence est complètement mélangée, métissée. Et c'est ça. Alors au départ on se dit c'est étonnant, et finalement ça marche totalement dans la série, et je trouve que c'est une leçon assez juste et plutôt pleine d'espoir. Et de ce point de vue-là, Shonda reste fidèle à elle-même, c'est-à-dire montrer des feuilletons qui nous ressemblent à peu près dans la Régence, qu'on doit avoir que des traits, des blonds, et voilà. Oui, alors moi c'est ce qui m'a surpris dès le premier épisode, parce qu'effectivement donc les acteurs sont noirs ou blancs ou noirs, et les actrices pareil. Et en fait il n'y a aucun propos sur la race. Il y a une allusion au 4e épisode, vraiment c'est une allusion, et c'est extrêmement étonnant, et en même temps c'est extrêmement agréable d'avoir des acteurs pour des acteurs et des actrices pour des actrices, sans qu'on prenne en compte leur couleur de peau. En fait, moi j'ai vraiment vu ça comme une œuvre de représentation, de normalisation de ces castings divers. Il y a eu un moment où c'était nécessaire, où c'était très souvent des œuvres de combat, enfin moi ce que j'appelle un peu des œuvres de combat, et là c'est vraiment l'étape d'après qui n'a été permise que parce qu'on a eu des œuvres de combat avant, mais là on est vraiment dans la normalisation, et effectivement on passe quand même 4 épisodes à se dire mais en fait pourquoi, et c'est expliqué dans le 4e que c'est en fait un peu une uchronie, et ça je trouve ça très intéressant. Et en même temps finalement la série elle nous rappelle peut-être que la Régence était beaucoup plus mélangée et métissée qu'on ne le pense. Moi ça me rappelle un peu Sanditon qu'on a vu il y a quelques semaines sur Chérie 25, qui est une adaptation du roman inachevé et posthume de Jane Austen, qui se déroulait quelques années plus tard, mais qui montrait bien
que le Londres qu'on connaît n'était pas si blanc et si uniforme que ça. Il y avait beaucoup... Par exemple, une des héroïnes de Sanditon, c'est une héritière d'Antigua, de plantations de sucre. Et je pense que aussi ce que montre Shonda Rhimes, c'est que la vision qu'on a du passé est quand même peut-être très timide par rapport à ce que ça a réellement été. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard sur une autre série, je crois. À laquelle vous pensez? Spanish Princess. Oui, on va en parler à la fin de cet épisode de Seriland, bien sûr. Margot, on le disait, ce qui est intéressant dans la série, c'est aussi cette faculté à raconter la place des femmes dans cette société et dans notre société plus généralement. Parce que si se marier devient la priorité des jeunes femmes, il y en a une qui résiste un peu à cette vision archaïque de la femme, c'est la sœur de Daphné, Héloïse. Oui, Héloïse, qui est visiblement assez mal à l'aise avec son époque et avec ce qu'on attend des femmes. Alors il se peut que Daphné soit amoureuse. En quoi est-ce un accomplissement? Qu'a-t-elle accompli exactement? Elle ne l'a pas fabriqué ni pétri de ses mains, cet homme. Il a simplement surgi. Et le voilà qui traîne dans les parages. Il apprécie sans doute son minois, ou peut-être ses cheveux. Et avoir un joli minois et de beaux cheveux n'a rien d'un accomplissement. Savez-vous ce qu'est un accomplissement? Étudier à l'université. Si j'étais un homme, je pourrais étudier. Au lieu de ça, je dois rester à la maison et regarder ma chère maman se gonfler d'orgueil parce qu'un monsieur veut admirer le visage et la chevelure de ma sœur et la combler de bébés. Oh, Pénélope, vous n'écoutez pas un mot de ce que je dis. Oh. Quelqu'un que je connais attend un enfant. Serait-ce votre maman? N'est-elle pas d'un âge avancé? Je sais que votre père ne désespère pas d'avoir un garçon. Il ne s'agit pas de maman, il s'agit d'une bonne. Laquelle de vos bonnes est mariée? Elle n'est pas mariée. Comment est-elle tombée enceinte si elle n'est pas mariée? Je ne sais pas. Mais je le saurai. Alors c'est marrant. Oui, Margot, maman, comment on fait les bébés Exactement. Mais ce que je trouve drôle, c'est que donc il y a à la fois cette naïveté que probablement à l'âge que ces jeunes filles ont, les jeunes filles d'aujourd'hui, pour leur grande majorité non plus, mais ça reste très moderne, même si alors on pourrait se dire bon, aujourd'hui ça va, on en est revenu de cette vision du mariage comme unique horizon. Et en fait, moi, je pense qu'on n'en est pas si revenu que ça. Et ça imprègne encore notre société aujourd'hui. C'est très intéressant de voir à quel point c'est actuel. Et puis, je repense à ce que vous disiez, Constance, sur Jane Austen. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Une série qui, à la fois, épouse les codes de l'époque, mais qui n'oublie pas de les critiquer. C'était tout l'enjeu des romans de Jane Austen qui ont été considérés comme fleurs bleues à tort, selon moi, qui sont extrêmement violents par certains aspects. Oui, Constance? Alors, moi, ce que je trouve intéressant pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que en fait, Jane Austen a montré bien que la seule solution pour une femme pour être indépendante, c'est de se marier. Et la chronique des Bridgerton, ça pose la question, c'est comment remettre le mariage en ce que c'est. Le mariage, c'est pas une question de trouver le prince charmant, c'est avoir une autonomie financière. Ouais. Ou en tout cas arriver enfin à avoir une maîtrise de sa vie, ce qui est intéressant. Donc certes, Héloïse, qui est la sœur cadette, se rebelle contre ce modèle qu'on va lui imposer, mais pour autant, Daphné, qui semble s'y conformer d'être la petite fille modèle, elle va aussi subvertir, elle va aussi déjouer les attentes de ce qu'on lui demande, puisqu'elle va arriver avec un subterfuge qui lui donnera l'illusion, en tout cas au départ, d'arriver à échapper au paternalisme de son frère et aux attentes matriarcales de sa mère. Ouais, elle se révèle très féministe en fait, Daphné, au fur et à mesure des épisodes, et c'est ça qui est assez étonnant de voir son évolution, l'évolution de son personnage au gré de cette première saison. C'est extrêmement intéressant parce qu'on s'y attend pas forcément dans les premiers épisodes. Oui, elle a l'air gnangnan en fait. Exactement. Au début, et pas du tout. Et en fait, elle a une vraie construction et une vraie vision de la femme. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis, on parlait de cet extrait où il est question de comment on fait des bébés, et j'ai souri, et en même temps je trouve que ça en dit long sur le manque de considération à l'égard des femmes aussi. Donc il y a quand même toujours avec Shonda Rhimes un discours politique derrière la légèreté, et c'est comme ça que la série distille régulièrement un discours politique, féministe. C'est vraiment une des marques de fabrique de Shonda Rhimes, raconter la société dans sa diversité. Elle répète à l'envi: je cherche à refléter le monde tel qu'il est, et elle affirme je suis une grande militante politique, mais mes histoires sont mes histoires, et raconte la façon dont je vois le monde. Ce n'est pas du militantisme, c'est la vie. Ce qui est assez étonnant parce qu'on pourrait s'attendre de sa part à un message politique, et c'est pas, elle le revendique pas en tant que tel en tout cas. Oui, et puis en fait, je trouve que tout est dit dans le nom de sa société de production, Shondaland. C'est vraiment le monde selon Shonda, et puis c'est encore une fois la preuve que nos représentations culturelles et donc les séries façonnent notre vision de voir le monde. À l'occasion de la sortie de la chronique de Bridgerton sur Netflix, qu'on vous recommande, vous l'aurez compris, on a voulu regarder d'un peu plus près les séries estampillées Shonda Rhimes. Constance, on la qualifie souvent de papesse des séries. Shonda Rhimes, est-ce que c'est un terme qui vous convient, ou vous le trouvez un peu usurpé, ou
pas tout à fait exact. Alors non, moi je trouve que le thème, en tout cas, la grandeur du terme convient bien à ce qu'elle a réussi à faire, parce que quand même la plupart ce qu'on appelle les showrunners dans notre esprit, c'est des hommes, et je trouve que quand même c'est un des piliers féminins dont on se souvient. Elle a quand même réussi à construire toute une grille de programmes à elle toute seule. Elle a construit un empire, mais dans cette construction d'empire, il est très démocratique, puisqu'elle travaille avec ses mêmes collaborateurs, que le showrunner de Bridgerton, c'était son adjoint sur Grey's Anatomy, puis après, il a piloté Scandale, je crois. Oui, tout à fait. Et donc, il y a quand même il y a une idée d'avoir une écurie plein de poulains, les laisser grandir, les laisser s'épanouir. Oui, c'est Shonda Rhimes. On va juste rappeler en quelques mots, c'est l'histoire d'une femme qui se rêvait Anthony Morrison, l'auteur du prix Nobel de littérature, et qui est devenue la femme incontournable dans le paysage audiovisuel mondial. C'est une conteuse hors pair. Elle est à la tête d'un empire cathodique. Elle aime guère s'épancher sur son parcours. Alors, elle répète régulièrement que dès l'âge de 3 ans, elle adorait enregistrer des histoires sur une sorte de radiocassette, et elle demandait ensuite à sa maman de taper à la machine ces histoires. C'était une enfant plutôt solitaire, plongée dans ses livres, diplômée par la suite en lettres et en cinéma. Et il y a 2 séries qui vont énormément la marquer et l'influencer, c'est 24 heures chrono et Buffy contre les vampires. Et puis, les souvenirs de bénévolat qu'elle a pu faire dans un hôpital vont l'inspirer, donc pour sa première grande série, qui est Grey's Anatomy. Extrait du premier épisode de la première saison. C'est elle le tyran ? Je croyais que ce serait un homme. Je croyais que le tyran serait un tyran. C'est peut-être de la jalousie professionnelle. Elle est peut-être brillante et il la traite de tyran par jalousie. Elle est peut-être gentille. Laisse-moi deviner, c'est toi le mannequin ? Bonjour, Isabelle Stevens, mais on m'appelle Izzy. En fait, j'ai 5 règles. Mémorisez-les bien. Règle numéro 1, évitez de jouer les lèche-bottes. Je vous déteste déjà et ça ne changera pas. Protocole de réa, liste de numéro de téléphone, beeper. Si une infirmière vous bip, vous devez considérer que c'est un appel d'urgence et arriver sur le champ. C'est la règle numéro 2. Votre première garde commence tout de suite et elle va durer 48 heures. Vous êtes des internes, autant dire rien. Personne, le bas de la chaîne alimentaire chirurgicale. Vous faites faire les labos, vous écrivez les prescriptions, vous bossez jusqu'à l'épuisement et surtout sans vous plaindre. Les salles de repos. Les temps pleins les monopolisent. Dormez quand vous pouvez. Ce qui m'amène à la règle numéro 3. Si je me repose, ne me réveillez pas, à moins que votre patient soit en train de mourir. Règle numéro 4. Le mourant a intérêt à être encore en vie quand j'arriverai. Non seulement vous auriez tué un patient, mais vous m'auriez réveillé sans raison. C'est clair ? Oui. Vous aviez dit 5 règles et ça ne fait que 4. Règle numéro 5. Quand je bouge, vous bougez. Laissez passer. Constance Jamais, est-ce que vous vous souvenez la première fois où vous avez vu Grey's Anatomy ? Alors oui, moi j'ai réussi à embrayer dès le pilote parce que je crois que j'étais assez curieuse et j'étais encore en plein boom des séries médicales. J'étais fan d'urgence, accro à Dr House, donc je voulais voir à quoi ça ressemblait. À l'époque où j'ai découvert ça, j'étais un peu jeune et donc du coup moi ce qui m'a frappé tout de suite c'est le sens des rebondissements et le côté un peu mélo et enfin à l'épisode 1 quand on se rend compte que le gars avec qui elle a passé la nuit c'est son futur supérieur, enfin j'étais bluffée et quand on arrive à la fin de la saison 1 et on découvre que Derek a une femme, j'étais complètement sciée et ça m'a fait tenir de longues saisons. Donc si vous me dites ça Constance, je pense que vous avez pleuré aussi devant Grey's Anatomy. Ça ouais. Vous avez beaucoup pleuré. Autant qu'urgence. Autant. Tout le monde pleure devant Grey's Anatomy. Margot aussi. Oui, bien sûr, mais surtout, enfin, encore une fois, pour moi, c'est l'archétype Grey's Anatomy de la série à la Shonda Rhimes, où oui, on pleure, et en même temps, il y a plein de choses intéressantes qui font qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie de la culture. Moi, je sais que ce que je retiens de Grey's Anatomy, justement, c'est cette peinture de l'amitié. Oui. Féminine. Moi, je sais que donc c'est les personnages de Christina et Meredith qui deviennent amies alors qu'elles se ressemblent pas trop, qui vont le rester. C'est la relation la plus stable, même s'il y a des hauts et des bas de toute la série. Et il y a cette phrase qui est restée célèbre de Christina qui dit "You are my person". Tu es mon âme sœur, enfin ma personne. Je sais que c'est quelque chose que j'ai pu dire à ma meilleure amie et c'est quelque chose qui lie. Donc le processus d'identification a parfaitement fonctionné avec vous. Alors c'est vrai, on disait il y a 17 saisons et ça se poursuit. Donc moi j'ai été étonnée parce que j'avais arrêté et là j'ai re-regardé mais les derniers épisodes, donc autant vous dire que j'avais eu 4 ou 5 saisons de retard, j'ai pas récupéré ce retard et en fait vous replongez dedans, c'est-à-dire qu'on a quand même, au-delà du processus d'identification, un processus d'attachement aussi aux personnages, que vous sentez qu'ils ont évolué et c'est pas très grave si on comprend pas tout, on se replonge dans l'histoire de cet hôpital et finalement ça reste pour moi, alors que j'aurais
je pense que je n'aurais pas dit ça quand j'ai découvert la série, ça reste une grande série médicale. En tout cas, une grande série dans ce genre-là. Et pas que, parce que j'ai envie de dire, finalement, dans toutes les intrigues qui arrivent aux médecins, et aussi bien aux patients qui traitent, il y a aussi une vision sociale des États-Unis. Oui. Et une vision très progressiste. Cette série médicale, c'est l'occasion de parler de l'adoption, du mariage homosexuel, de tous les sujets de société. Et ça, avec une liberté de ton et une manière, comme vous dites, justement, de montrer les choses dans la diversité, mais sans en faire une leçon pour que les gens ne se sentent pas pris à partie. Et je trouve que c'est très délicat et très bien fait. Alors, pour refermer ce chapitre de Grey's Anatomy, on va écouter notre sérivore Clémence Olivier. Elle a déniché une histoire assez étonnante au sujet de cette série. Clémence Olivier, agent coulisses de Seriland. Dans Grey's Anatomy, on parle de suture, de craniotomie et même de section de l'artère aortique. Mais dans les premières saisons, il est rare d'entendre un mot pourtant banal, un terme anatomique, celui de vagin. Dans la série, les personnages utilisent un autre vocabulaire pour désigner l'organe féminin. Il est sorti de l'imagination des scénaristes, c'est le vajayjay. Pour comprendre pourquoi, il faut que je vous explique un truc. Cette volonté de censurer le mot vagin, ce n'est pas du tout une idée de Shonda Rhimes, la créatrice. Bien au contraire. En fait, c'est l'un des producteurs de la série qui a demandé à ce que le terme vagin ne soit pas employé trop fréquemment. Et ce, dès la première saison, diffusée en 2005 sur la chaîne ABC. Ça vous paraît complètement dingue de censurer un terme anatomique dans une série médicale ? Quand on lui en parle, Shonda Rhimes, elle, bondit. Et elle s'offusque d'autant plus que le producteur ne lui suggère pas de limiter l'usage du mot pénis. Pour lui, ça, ce n'est pas un problème. Vous avez collecté ce spécimen, alors vous en avez la garde ? J'ai la garde d'un pénis. Oui, jusqu'à l'arrivée de la police. Très bien. Et je suis censée faire quoi avec un pénis ? Ça, ce n'est qu'un échantillon dans l'épisode 2 de la saison 1. Alors, la créatrice bataille, mais rien n'y fait. Le producteur ne veut rien entendre, même pour un épisode dans lequel l'une des chirurgiennes, Miranda Bailey, accouche. À contre-cœur, Shonda Rhimes raye alors le mot vagin de l'une des scènes. À la place, elle décide alors d'utiliser un terme qui n'est pas dans le dictionnaire. Ce fameux mot inventé, qui n'est ni vulgaire, ni trop technique, le vajayjay. Je vous ai mis un extrait qui est en version originale, parce que le mot n'existe pas en version française. Traduisez au malais « Arrête de regarder mon vajayjay ». Ce mot, il va entrer dans le vocabulaire des Américains. Pourquoi ? Car la célèbre présentatrice télé Oprah Winfrey va également s'en emparer. Et ça fait boule de neige. On retrouve désormais le mot vajayjay dans plusieurs dictionnaires américains. Il est prononcé dans d'autres séries comme 30 Rock, mais aussi dans certains articles de presse. Alors oui, c'est vrai, on peut regretter qu'on soit réduit à utiliser un cache-sexe pour parler de l'organe féminin, mais reconnaissons que dans la contrainte, Shonda Rhimes a su faire preuve de créativité. Surtout, elle a offert aux femmes qui n'osaient pas parler de leur vagin un nouveau mot pour le nommer, peut-être plus facile à utiliser. Je ne sais pas si en français c'est plus facile à utiliser vajayjay ou vagin. On va continuer à dire vagin, je pense. Pour continuer avec les productions estampillées Shonda Rhimes, Constance Jamais, il y a une autre série qui a eu un gros succès, qui est Scandale, l'histoire d'Olivia Pope, femme de l'ombre, elle est experte en communication et surtout en gestion de crise. Et avec son équipe, elle règle des litiges de la plus haute importance. En parallèle, on suit ses aventures amoureuses, notamment avec le président des États-Unis. On va écouter un petit extrait, puis vous allez nous dire ce que vous en pensez, Constance. Toi, tu trempes dans des affaires de sécurité nationale. Tu contraries la CIA, la NSA et mon département d'État. Pour finir, tu utilises tes ex-petits copains pour leur soutirer des infos confidentielles. Dis pas n'importe quoi. Tu es sorti avec le sénateur Davis de 2002 à 2006. Vous avez vécu à Georgetown et à New York et tu as reçu une bague de fiançailles. Vous avez été vus hier ensemble et il semblerait que vous étiez plutôt proches. Tu recouches avec lui? Est-ce que t'es comblé avec lui? Arrête de marcher. Arrête de marcher. Je ne suis pas à toi. Tu peux pas claquer des doigts comme ça dès que tu veux me voir. Je ne suis pas à toi. Tout ça, c'est terminé. Constance Jamais, autant recommandable que Grey's Anatomy, Scandale ? Alors moi, honnêtement, pour être honnête, j'ai jamais accroché à Scandale. J'ai essayé de regarder quand M6 avait lancé la série. Et j'adore Kerry Washington et j'aime bien l'ambiance autour de la Maison Blanche. Mais est-ce que c'est la proximité avec House of Cards ? J'ai jamais tellement accroché aux machinations
très écervelée de cette Maison Blanche-là. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait un mélange House of Cards, Homeland qui se mélangeait pas forcément très bien avec l'intrigue centrale autour de Olivia et du président. Et du coup, j'ai jamais réussi vraiment à rentrer dedans. Et vous, Margot ? Si, alors moi, oui. Mais en revanche, j'ai pas regardé toutes les saisons de la série, mais je crois qu'il y a quand même une sorte de fascination pour... Enfin, Shonda Rhimes est très douée pour ses personnages principaux. C'est vrai que le personnage d'Olivia Pope, là aussi, maintenant, il fait vraiment partie de la culture populaire et c'est une femme très intéressante. Oui, moi, je suis assez fan du mélange, en fait. Ce qu'on disait sur Bridgerton, du quasi-soap-opéra, en fait, avec un volet qui est politique plus important. Et d'ailleurs, Shonda Rhimes avait recruté Judy Smith pour Scandal. Judy Smith, elle avait travaillé auprès de George Bush et sous la présidence de Clinton pendant l'affaire Monica Lewinsky. Et c'était la première fois qu'on venait chercher quelqu'un des vraies coulisses pour l'emmener dans les coulisses d'une série. Je crois qu'elle est même créditée comme coproductrice de Scandal. Et puis, vous le disiez, Constance, c'est quand même l'émergence de Kerry Washington dans le rôle principal. Elle devient la première héroïne afro-américaine d'une série diffusée en prime time sur une grande chaîne, et ça depuis 1974. Il y avait eu un précédent, c'était Teresa Graves dans Get Christy Love, l'histoire d'une agent de la CIA afro-américaine en charge d'une élite spécialisée dans les missions sous couverture. Donc c'est aussi, à mon sens, une œuvre importante de Shonda Rhimes, Scandal, ne serait-ce que pour la mise en avant de Kerry Washington. Et puis, il y a une autre production à succès, toujours signée Shonda Rhimes, Margot, c'est Murder. Oui, How to Get Away with Murder, dans la version longue du titre. La première saison est sortie en 2014. Et un petit peu comme Scandal, là aussi, c'est une femme forte et noire qui tient le rôle principal, l'actrice Viola Davis, qui joue une professeure de droit et avocate, Annalise Keating. Et donc, elle embauche en fait chaque année ses meilleurs étudiants pour l'aider sur ses dossiers. Et comme avec beaucoup de séries Shonda Rhimes, le principe, c'est que vous avez une affaire pour chaque épisode. Et puis, une autre plus grosse affaire, en l'occurrence un meurtre, en fil rouge sur toute la saison. Série hyper efficace sur sa première saison, en tout cas, je suis un peu plus dubitative sur la suite, avec ce personnage principal impressionnant. L'extrait que j'ai choisi est dans le 6e épisode de la première saison. Annalise Keating a obtenu en fait de rouvrir le dossier d'un de ses clients condamné à la peine de mort pour le meurtre de sa petite amie. Ce client est noir, comme elle, c'est important. Et en pleine audience, Keating va accuser un sénateur, vieux et blanc, c'est important aussi, d'avoir en réalité commis le meurtre parce qu'il trempe en fait dans des malversations immobilières. Mais je ne subirai pas ces calomnies plus longtemps. Vous m'envoyez navré, sénateur. Navré que vous n'ayez aucune compassion pour tous ceux qui ont été broyés par votre projet. Et je ne parle pas de Trisha et de son petit ami David Allen qui a passé 21 ans derrière les barreaux. Je parle aussi des milliers de personnes que vous avez expulsées dans le but de vous enrichir. La plupart d'entre eux étaient pauvres, impuissants et n'avaient pas la couleur de peau qui augmenterait vos profits. Vous avez détruit des milliers de personnes. Vous avez détruit des milliers de familles. Vous avez détruit des vies entières, sénateur. Admettez que vous avez tué Trisha Stanley et que vous avez piégé mon client David Allen pour qu'il tombe pour meurtre. J'ai dit ça suffit, vous avez compris? Prononcez encore un seul mot et je serai obligé de vous faire arrêter. Alors c'est le président qui lui demande de s'arrêter et je trouve ça effectivement hyper intéressant parce qu'on a là donc une femme noire qui s'énerve, des vieux mecs blancs qui lui demandent de se calmer et en fait c'est vraiment le stéréotype de la fameuse strong, angry black woman, la femme noire forte, en colère, toujours en colère. Et en fait c'est un stéréotype que Shonda Rhimes qui s'est beaucoup appliqué à elle-même. Notamment il y avait eu un portrait dans le New York Times où il disait c'est vraiment la femme noire toujours énervée. Elle, ça l'avait profondément énervée justement de lire ça. Et en fait, ce qu'elle montre avec cette série, c'est aussi qu'il y a de saines colères. Il y a une raison pour lesquelles ces femmes sont énervées. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Et comme avec Scandal, Viola Davis a eu un Emmy Award. Oui. Donc c'était la première femme noire à obtenir cette récompense. C'est vraiment les Oscars de la télé américaine. Donc en termes de représentation, là aussi, il y a eu un énorme enjeu. Oui. Avec Murder. Mais je pense que vous avez raison, c'est-à-dire que quels que soient les bémols qu'on puisse mettre autour des séries de Shonda Rhimes, que ce soit sur Scandal ou Murder ou même Grey's Anatomy, parce qu'on est d'accord que c'est pas la série du siècle, il y a toujours quelque chose qui est extrêmement intéressant dans ce qu'elle décrit de la diversité de la société, avec des marqueurs forts qui sont que d'abord c'est ultra rythmé sur la forme en tout cas, et puis sur le fond les héroïnes sont fortes, elles sont indépendantes, elles sont souvent au sommet professionnellement, ce qu'on n'avait pas toujours vu dans les séries précédentes. Et en plus, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont elle travaille aussi la galerie des personnages secondaires. C'est-à-dire que vous avez des
héroïnes très fortes, mais tous les gens qui sont dans le premier cercle sont extrêmement travaillés, c'est très divers et c'est vraiment c'est extrêmement bien écrit en plus à chaque fois, enfin en tout cas je trouve. Ça, pour moi, c'est vraiment les marques de fabrique de Shondaland, de la société de production de Shonda Rhimes. Vous êtes d'accord, Constance ? Alors moi, Murder, j'avoue que ce qui m'a complètement transfixée et transportée, c'est Viola Davis, parce qu'il y a une scène dans le premier épisode, elle enlève sa perruque, elle se démaquille, et c'est une version très belle très scène. brute. De ce que c'est d'être afro-américaine, de comment on doit se présenter face à la société et comment on peut être soi chez soi. Exactement. Avec la notion des cheveux qui sont très importantes dès qu'on parle des femmes afro-américaines, tout à fait. Et aussi, ce que j'avais beaucoup aimé dans le personnage d'Annalise Keating, c'est que pour moi, encore plus que Olivia Pope, c'était un personnage où toute l'ambivalence pouvait être là. Parce c'est vraiment le dilemme, est-ce que la morale, l'éthique et la loi se retrouvent ? Pas forcément. Et cette avocate qui a un sens de la justice affûté peut en même temps être extrêmement manipulatrice. Bien sûr. Et je trouvais qu'au niveau des héroïnes de Shonda Rhimes, c'était une prise de risque encore plus inédite qu'auparavant. Oui, plus que Kerry Washington, en l'occurrence dans Scandale, tout à fait. Voilà, c'était notre petit paragraphe Shonda Rhimes pour commencer cette année. On vous conseille évidemment la chronique des Bridgerton qui est à voir sur Netflix, mais aussi les autres productions de Shonda Rhimes. Comme chaque semaine, je vous propose de finir avec une sélection des séries à voir absolument si vous voulez être à la page. Il faut nous faire confiance, on va vous guider dans la jungle des séries événements. Et Margot, vous avez déniché une pépite sur OCS, au titre évocateur, 3615 Monique. Alors quand je dis évocateur pour les plus de 40 ans, ce qui n'est absolument pas votre cas. Non, mais vous inquiétez pas Eva, 3615, moi aussi, ça m'évoque. Donc le Minitel, évidemment. Nous sommes au début des années 80 dans cette série. L'histoire, c'est celle de 3 étudiants de l'université de Jouy. Ça ne s'invente pas, vous allez voir. Ils vont développer une messagerie érotique sur Minitel, donc après une étude de marché très, très poussée. Entre ici, Versailles, Vélizy, Villacoublay et les loges en Josas, le Minitel a été distribué dans 2500 foyers. Imagine un service de messagerie érotique. Dans le cœur de cible, ce seraient les hommes de 15 à 65 ans. J'ai calculé, ça fait 933 clients potentiels. D'après les sondages, un homme se masturbe environ 3 fois par semaine. Ça fait, j'ai les calculs, 11 355. Si on fixe un tarif de 50 francs à chaque conversation qu'on leur propose, sur un mois, ça fait un total de 567 798 francs. Exactement. Plus d'un demi-million de francs juste pour un mois. T'imagines ? Évidemment, ça c'est dans le meilleur des cas. Mais on a des vraies raisons d'être optimistes, étant donné l'absence de cinéma porno et vu le réseau de prostitution de la région. Et j'ai même pas compté la clientèle féminine. Par contre, pour ça, il faut faire dans la réponse instantanée. Il faut les garder en ligne, tu comprends ? Et c'est là que t'interviens. Qu'est-ce que t'en dis ? J'adore parce que c'est tellement sérieux. Oui. Alors ils sont 3 dans cette petite affaire. Stéphanie, donc on l'a entendu, elle a besoin d'argent et beaucoup d'idées, on le comprend. Simon, qui est le petit génie de l'informatique qu'elle essaie de convaincre, lui c'est un petit peu le geek du fond de l'amphi, qui a pas d'amis coincé et donc pas de petite copine non plus. Et puis Tony, dragueur invétéré, qui va coacher tout le monde lui sur les messages à envoyer pour garder les clients en ligne justement. La petite affaire se met comme ça sur les rails. Alors ils tâtonnent un peu au début, ils vont même voir des prostituées pour obtenir des conseils. Finalement, énorme succès au point que la fine équipe doit recruter d'autres étudiants pour développer le business de 3615 Monique. En termes d'expérience, est-ce que tu as déjà donné du plaisir à un homme ? Ou à une femme ? Est-ce que tu as déjà, par exemple, masturbé ? Ou autre ? J'avais oublié cette question. Tu peux nous parler de ton passé sexuel ? On va commencer avec tes points forts. Mais point fort, est-ce que tu te sentirais à l'aise de parler de sexe ? Voilà. Ouais ? J'ai pas compris, vous pouvez répéter. C'est régi par le secret professionnel ? Bien sûr. Oui. Bah alors, je suis encore puceau. Ah, alors, non, ça va pas le faire. On en a déjà un dans l'équipe, c'est pas la peine de... Mais j'ai bon espoir. Alors, quel bonheur cette série. Voilà, je pense que tout le monde a compris, à nos rires, c'est vraiment drôle, c'est très rythmé, c'est bien joué aussi par les 3 jeunes qu'on avait quasiment jamais vus avant, Noémie Schmidt, Arthur Mazet, Paul Scarfoglio. Et moi, ce que je trouve aussi particulièrement réussi derrière les vannes qui sont quand même souvent savoureuses, c'est la description de toute une époque. Alors évidemment, la nostalgie des années 80, ça revient vraiment à la mode, la série Stranger Things notamment. Mais déjà, là, c'est quand même le côté français qui apparaît
avec un peu de recul, comme un peu, tout le monde s'est emballé pour ce Minitel qui n'a quand même pas fonctionné à la fin, mais c'est pas grave. C'est vraiment la fin d'un monde, en fait, la fin des années Giscard qui vont être percutées par la génération Mitterrand, par la libération sexuelle effective. Et tout ça, c'est vraiment très bien rendu. C'est vraiment les derniers instants d'une société avant qu'elle devienne hyper connectée au monde. Moi, ça m'a beaucoup plu. Constance, vous l'avez vu, 36-15 Monique. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est aussi tout le parallèle qu'on peut dresser finalement entre le Minitel maintenant et les Internet. applications de rencontre, les messages instantanés. Et finalement, ce que la série fait bien, c'est de montrer que toutes les transformations dans notre sociabilité aujourd'hui, finalement, elles prennent leurs racines déjà dans ce Minitel. Au départ, je savais pas non plus trop à quoi m'attendre. Et finalement, il y a un côté un peu Mark Zuckerberg, franchouillard, c'est vrai. Du téléphone rose. Enfin, c'est un peu comme si le péril jeune rencontrer David Fincher. Alors certes, le récit de passage à l'âge adulte est léger et loufoque, mais je trouve qu'en creux, il y a une bonne observation de ce que c'est d'être jeune, de nouer des amis ou pas dans l'amphi, de commencer dans l'entrepreneuriat et surtout quelque chose qui nous renvoie à nous-mêmes sur comment on vit à travers nos écrans maintenant, finalement. C'est la meilleure punchline. Répétez, c'est le croisement entre... Ce serait comme si le péril jeune avait rencontré David Fincher. J'adore. On le prend et on fait un copyright dessus. Ça. On fait un copyright Constance Jamais. Alors moi, je triche un peu, c'est quand même le réalisateur qui me l'a soufflé. Ah bon, d'accord. Ah, c'est moche ce que vous venez de faire. Vous accaparez des propos du réalisateur comme ça. Mais je trouve que la punchline est excellente. C'est vraiment ça. Moi qui suis tellement en manque de comédie, j'avoue que j'ai accueilli cette série mais avec délectation. Et puis j'ai replongé quand même avec délice dans ce passé des années 80, alors qui était, moi j'ai grandi en plus à ce moment-là. J'ai connu le Minitel. Alors ça a vraiment du sens pour moi. Je me suis souvenu de détails que j'avais totalement oubliés. Notamment quand vous branchez votre Minitel, vous arrêtez les conversations téléphoniques de toute la maison. Comme le modem. Voilà, comme le modem, exactement. Et j'avais oublié. Et alors c'est des petits détails, mais en fait ça vous replonge réellement dans cette époque-là. Le côté nostalgique a très bien fonctionné sur moi. J'espère que ça fonctionnera aussi sur les gens en même temps, plus jeunes. Vous aurez l'occasion d'en reparler, mais moi, j'ai regardé ça juste après OVNI de Canal+. Et je trouve qu'il y a un continuum dans l'ambiance, dans la nostalgie, dans l'atmosphère qui est assez intéressant. Et dans les deux cas, ils ont pris le parti pris de parler des années 80, mais sans tout le côté kitsch, fluo, etc. Complètement. D'ailleurs, on parlera d'OVNI cette semaine encore avec un grand entretien que Melville Poupeau nous a accordé, le comédien, et qui est le héros de cette série OVNI, qui est à voir sur Canal+ dans quelques jours. Merci beaucoup. On va finir avec vous, avec votre coup de cœur, Constance Jamais. Ça s'appelle The Spanish Princess. Je vous propose un extrait de la bande-annonce. Voyez tout ce que Dieu nous a donné. Ce royaume, mon fils et notre amour. Si peu de gens connaissent un tel bonheur. Nous sommes forts. Mais cette force suffira-t-elle? L'Angleterre aura sa victoire. Je porterai les bannières de l'Angleterre jusqu'en France. Vous faites erreur en voulant mener l'armée, votre grâce. L'Angleterre sera mise en péril. Je combattrai pour protéger notre peuple. Une reine ne peut diriger une armée. Constance Jamais, en quelques mots, c'est quoi The Spanish Princess ? Alors c'est l'histoire de l'arrivée en Angleterre et de l'ascension sur le trône de Catherine d'Aragon, la première femme d'Henri VIII. Alors dans notre imaginaire, Catherine d'Aragon, c'est la femme rejetée, qui est la femme très pieuse, qui n'arrive pas à avoir de donner un prince à l'Angleterre et donc à Henri VIII. Et cette série, ce qui est intéressant, c'est que ça nous force à reconsidérer ce cliché de Catherine d'Aragon et de nous rappeler finalement que cette femme, sa vie a été tout à fait différente. Elle a été beaucoup plus maîtresse de son destin qu'on ne le pense. Et donc la série est sur 2 saisons. Il y a la première saison qui raconte comment elle arrive à la cour d'Angleterre et comment elle épouse le frère aîné d'Henri VIII, ce qui est la racine de beaucoup de problèmes par la suite. Et la seconde saison, c'est comment elle et Henri VIII s'installent sur le trône et comment petit à petit, le fait qu'elle n'arrive pas à avoir d'héritier mâle fait sombrer Henri VIII dans la folie. Mais ça montre aussi Catherine d'Aragon, ce qu'on a oublié, c'était la fille de grands souverains espagnols, donc Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. C'est une femme qui a mené les armées d'Henri VIII enceinte. Et finalement, ce que fait bien cette série, qui est une série qui est produite par les gens qui avaient fait The White Queen and the White Princess, c'est que les femmes, à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance anglaise, ont une certaine forme d'autonomie, peuvent elles aussi s'intégrer dans les jeux de pouvoir. Elles ne sont pas forcément l'objet de leur mari ou de leur père.
Et ça aussi montre que c'est une histoire que l'on voit à travers les yeux des femmes qui ont compté pour cette période. C'est pas une histoire racontée à travers Henri VIII, on a eu ça dans les Tudors. C'est vraiment le point de vue de Catherine d'Aragon et par extension des sœurs d'Henri VIII qui ont eu des vies privées très chaotiques comme leurs frères et qui, ça montre bien peut-être le problème de toute cette dynastie tudorienne qui aimait beaucoup se marier par amour et ça crée beaucoup de problèmes géopolitiques par la suite. Mais est-ce que vous étiez une passionnée d'histoire avant de regarder cette série, ou c'est cette série qui vous a donné envie d'aller vous plonger dans cette histoire-là? Les deux. C'est The White Queen, The White Princess et Spanish Princess. C'est adapté de romans de Philippa Gregory, que moi j'aime beaucoup ces romans. Alors j'avais pas lu tous ces romans sur la guerre des deux roses. Ça m'avait semblé très compliqué. Ça remet bien en jeu ce que c'est un regard féminin sur des femmes qui ne sont pas impuissantes et que les historiens ont par la suite marginalisé. C'est-à-dire redonner une voix à des gens qui ont compté, dont on a oublié l'héritage. Et c'est aussi intéressant avec The Spanish Princess, c'est que ça montre que la cour d'Angleterre au début du XVIe siècle est beaucoup plus métissée et mixte qu'on ne le pense, puisque dans les Dames d'Atour de Catherine d'Aragon, il y a des jeunes femmes noires qui sont comme elle espagnoles et qu'elle impose à la cour et ça se passe bien. Et finalement, la Renaissance, c'est pas une cour avec des gens qui sont que blancs. Et je trouve que c'est important aussi de le rappeler aujourd'hui, parce qu'on pourrait se dire, mais c'est un anachronisme terrifiant, et pas du tout finalement. Et c'est ça aussi, je trouve, la beauté de la fiction. Et ben alors la boucle est bouclée, puisque la chronique de Bridgerton qu'on vous conseillait en début d'épisode, on est arrivé à peu près à la même conclusion que ça. Donc on est encore avec des femmes, et encore avec des femmes fortes, et une vraie vision de la société qui diffère de celle qu'on a souvent apprise dans les livres d'histoire. Merci beaucoup Constance. Cette série, elle est disponible sur Amazon Prime Video. Et sur Starzplay aussi. Et sur Starzplay, exactement. Et donc Starzplay a aussi les 2 volets précédents, The White Queen and The White Princess, qui racontent toute la guerre des deux roses et qui aussi peut-être raconté de manière différente de Shakespeare. Et je trouve que c'est intéressant de confronter les deux, puisque une fois que vous l'aurez vu, vous ne verrez plus Richard III de la même manière. D'accord, mais merci Constance, on va regarder donc ces 3 séries-là. Merci beaucoup Margot Barallon pour nous avoir accompagnés aujourd'hui, et merci Constance de nous avoir rejoints, d'avoir été notre experte du jour. Les critiques de Constance Jammet sont à lire dans le Figaro. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique tirée d'une série culte, alors difficile de ne pas faire une dernière référence à Grey's Anatomy. La phrase est signée Meredith face à Derek. Soyons extraordinaires ensemble, plutôt qu'ordinaires séparément. Dans le prochain épisode de Sérieland, rendez-vous avec un comédien plus habitué aux écrans de cinéma qu'aux héros de série. Melville Poupeau sera avec nous pour un grand entretien au cours duquel il nous dévoilera les coulisses de la nouvelle création originale de Canal+, OVNI, un petit bijou de comédie porté par l'acteur. Sérieland est un podcast Europe 1 Studio, produit par la lumineuse Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et préparé avec mes sérivores Clémence Olivier, Margot Barallon, Magali Buteau, Tristan Barrault et Salomé Journeau. Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira, c'est certain, restez à l'écoute. Et puis surtout, parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours. Vous pouvez même nous attribuer des petites étoiles sur les plateformes de podcast. Et plus vous nous étoilez, et plus nous sommes heureux. Le groupe Facebook de Sérieland est là pour vous aussi, et nous sommes désormais sur Deezer. Mais ça ne change pas, il y a une seule règle dans Sérieland, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.